Je vais me tourner vers une représentante de la librairie. Et à ma grande surprise, car je l'ignorais avant de commencer cette émission, c'est ma libraire. C'est ce qu'on appelle la librairie de quartier, je trouve. C'est-à-dire, c'est une dénomination très noble. C'est Béatrice de la Vessière qui tient, je vais le dire, la librairie Libre à lire, rue Saint-Maur, à 2 pas de chez moi. Et c'est chez elle que je me fournis dans ces objets délicieux. C'est pas Yann Moix qui me dira le contraire. Alors, quelle est la situation dans la librairie aujourd'hui? Est-ce que vous avez réussi un peu à vous organiser pendant ce confinement qui dure? Organisé, c'est-à-dire qu'en fait, on a été assez surpris. On a annoncé le confinement le 31 octobre. Le 30 octobre, je sais plus, le jeudi, ça a été l'affolement. On a travaillé comme on travaille 2 jours avant Noël. Ce qui prouve bien qu'effectivement, c'est pas un commerce essentiel, mais enfin, c'est quand même nécessaire. On a mis en place le système de click and collect. C'est vraiment, comment dire, c'est juste pour dire que la librairie est encore ouverte, qu'on est encore vivant. Mais ça n'a rien à voir avec ce qu'on peut faire. Et madame, si je puis me permettre, parce que j'ai beaucoup défendu les librairies, je me suis quand même laissé dire par un éditeur que les libraires avaient la possibilité d'ouvrir au mois de mars et que de leur propre chef, ils ont refusé de le faire et que du coup, c'est un décret qui a été presque mécaniquement reconduit et que vous êtes un peu piégé. Non, que je regrette à titre personnel. C'est vrai, il y a des syndicats de libraires qui nous ont effectivement incités à fermer. On a réouvert justement en click and collect pendant une quinzaine de jours. Enfin bon, les tout derniers jours de... Bon, en fait, les gens étaient contents de revenir, mais c'est pas ça. Effectivement, je veux dire, ça ne rattrape pas du tout le chiffre d'affaires. Nous, on fait à peu près 30% de moins de chiffre d'affaires. Le mois de novembre et le mois de décembre est quand même le plus gros mois de l'année. Ouais. J'ai téléphoné à des collègues de banlieue qui disent, mais nous, on fait 90% de moins. C'est-à-dire qu'ils ne travaillent plus du tout. C'est terrifiant. Il y a des librairies qui sont bien placées et qui travaillent beaucoup avec le mouvement des personnes et qui dit, nous, on est quand même à entre 50 et 60% de moins, et des librairies du 11e. Mais ça n'empêche pas le président de la République de poser sur sa photo d'investiture avec un André Gide en Pléiade et les mémoires de De Gaulle. On sacralise la littérature, mais au moment où elle devrait vivre, on la laisse mourir. Juste une chose quand même que je voudrais répondre en dehors des problèmes d'économie et de survie, parce que je ne sais pas du tout si on va tenir en janvier. Mais la question qui me travaille, c'est-à-dire qu'en fait, on fait effectivement du dépannage, du click and collect. Donc, les gens viennent chercher les grosses ventes, les ventes qui sont médiatisées, les auteurs qui sont effectivement reconnus et qu'on attend. On pense à Carrère, on pense à Mauvigné, on pense à des gens comme ça qui effectivement, qu'on va vendre parce que les gens sont venus les chercher. Et en même temps, c'était quand même un peu le rôle du libraire, c'est-à-dire tous les petits éditeurs, les auteurs, les livres qu'on ne connaît pas, les auteurs qui sont des premiers auteurs, c'est terminé. On leur coupe complètement les jambes. Il n'y a pas de conseils, bien sûr. Nous, on est juste là pour faire ce que faisait pour les jouets la grande surface, c'est-à-dire qu'on va chercher le livre en rayon et on les donne sur le trottoir. Mais en même temps, effectivement, il y a des gens qui travaillent sur Internet ou dans les réseaux sociaux. Enfin bon, je ne vais pas encore le nommer. Mais je veux dire, c'est pas la peine. Mais en fait, eux qui profitent justement de ces ventes, quand nous on en vend 200, il en vend 300 000. Enfin bon, je veux dire que... Et c'est toujours les mêmes ventes. Est-ce qu'il n'y a pas une volonté du gouvernement de vouloir absolument faire effectivement couper l'herbe sur le pied à la pensée, aux nouveautés? Je veux dire, on a l'impression qu'on a beaucoup parlé de... Oh non, pourquoi il ferait ça, madame? Non, pourquoi il ferait ça? Vous avez une volonté. Non, mais il n'y a pas de raison. Vous avez raison à 99%. Mais il est quand même effarant. Mais non, mais le gouvernement peut pas. Mais je comprends. Mais moi, je suis d'accord. Que du petit commerce. Oui, mais enfin, on peut pas dire qu'il... Non, mais il est effarant qu'au pays de l'exception culturelle, la culture n'entre absolument pas dans l'équation du confinement-reconfinement. Il y a quelque chose qui ne va pas. Mais de toute façon, Éric,
Frédéric, le mot d'essentiel, inessentiel est déjà vexatoire pour les gens. Ah oui, mais on est bien obligé de partir des mots oui. qui sont dans le débat public. on Hein, parle- voilà. Et ils engrangent, hein. Il y a on des parle profiteurs de de la crise qui culture. gagnent beaucoup pendant ce Béatrice, moment-là. pour terminer. Là, on parle de la culture et on parle effectivement de la liberté d'expression. On en a beaucoup parlé pour des événements absolument dramatiques. Mais il se trouve qu'au niveau de la culture, on coupe l'herbe sous le pied. Alors peut-être que le gouvernement ne le veut pas, mais ça n'empêche que c'est en fait ce qui se passe, c'est qu'en fait on coupe l'herbe sous le pied de tous les gens qui pensent et qui pensent en avant, qui pensent pas des choses qui sont complètement connues et tout, et qui vont permettre effectivement de faire à l'éditeur de faire un bon coup. Et vous vous souvenez qu'Emmanuel Macron, pendant le premier confinement, avait dit « Je vous demande de rester chez vous et de lire ». Bah oui, mais Oui, il est trop paradoxal. gentil. Bah oui. Il est charmant, cet homme. Mais non, c'est vrai que... Non, c'est un problème économique, mais c'est un problème culturel.